Bonjour. Je vous reçois sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Immersive. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de donner quelques éléments d'information à ceux qui nous suivent. Je suis né dans une famille patriote, on va dire ainsi. Mon père, mes oncles avaient fait la prison coloniale. Mon grand-père avait été assassiné par l'OAS. Du côté de ma mère également, j'ai même eu une tante qui a été malheureusement torturée et emprisonnée durant la période coloniale et qui, pour son malheur, elle avait été assassinée par un terroriste en 92 parce qu'elle était directrice d'un collège. Donc c'est une tante à laquelle je rends hommage. J'ai grandi donc avec cette idée de l'indépendance de l'Algérie, je dirais nationalisme, mais sans dimension idéologique, vraiment, parce que c'était simplement un sentiment d'indépendance par rapport à l'ancien colonisateur. J'ai passé ma jeunesse ici. J'ai eu la chance de faire du sport, des sports équestres en particulier, où j'ai même eu à représenter l'Algérie dans les pays maghrébins et à avoir été champion d'Algérie et du Maghreb. Voilà, sinon, d'un point de vue études, j'ai fait les études de doctorat vétérinaire. Et une fois le diplôme en poche, j'ai bénéficié d'une bourse de l'État algérien pour aller finir mes études en France, où j'ai fait un diplôme d'études approfondies, un DEA, puis un doctorat troisième cycle et enfin un doctorat d'État à l'université Pierre et Marie Curie, pendant que je menais en parallèle mes recherches au laboratoire d'anatomie pathologique d'Alfort du professeur Parodi. J'ai travaillé sur un virus de la famille un peu du HIV, hein, du virus du sida. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs publications internationales dans des revues reconnues mondialement. Et ce n'est qu'en 88, après octobre 88, après les émeutes, et la perspective d'une ouverture démocratique en Algérie, que j'ai pris la décision de retourner au pays pour m'engager. J'estimais que l'Algérie m'avait à ce moment-là permis de me développer, de faire mes études, d'aller à l'étranger et que c'était de mon devoir de faire quelque chose en retour. Donc, je suis rentré à ce moment-là en Algérie, répondant à l'appel d'un parti politique qui venait de naître, le Parti du Renouveau algérien, le PRA. Et j'ai ainsi traversé la période du terrorisme, les années 90, en étant engagé complètement. J'étais secrétaire général du PRA, sous l'autorité d'un président qui était Nordine Boukroh. En parallèle, il fallait vivre et donc j'ai essayé de mettre en application mes recherches en mettant au point des vaccins vétérinaires. Malheureusement, à ce moment-là, je me suis heurté au refus de l'administration, du ministère de l'Agriculture. Il n'était pas question pour cette administration-là que quelqu'un puisse venir mettre en place de manière autonome et indépendante la fabrication de vaccins. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes ensuite à partir de cette question-là. En 1999, je quitte le PRA. On essaye de fonder un mouvement qu'on avait appelé à ce moment-là le MLD, Mouvement pour les libertés et le développement, refusé par l'administration. Puis une autre tentative avec d'autres hommes politiques venant d'horizons divers en essayant de créer El Bedil, qui, au bout de 2 ans, a échoué pour justement refus de donner l'agrément et de donner l'autorisation de tenir le congrès constitutif. Voilà, je suis resté en libre, j'allais dire freelance, une période durant laquelle j'ai essayé d'écrire un premier livre, L'Algérie, une nation en chantier, puis un deuxième livre, L'Algérie en question. Le troisième livre est venu un peu plus tard, puisque je ne l'ai publié qu'en 2017. Donc voilà un peu en gros. En 2011, je fonde avec des amis et des proches Djil Jadid, sur la base de l'analyse de la société algérienne, avec l'intention
d'aider à accoucher d'une nouvelle société qui était en fait en train de mûrir. Voilà brièvement le parcours. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur tel ou tel point. Très bien. Ce que je savais le moins, c'est que vous l'avez évoqué au début, hein, vous avez pratiqué durant votre adolescence, votre prime jeunesse, les sports équestres, Oui. le saut hein, d'obstacles en l'occurrence, double champion d'Algérie et du Maghreb. En équitation, donc, vous avez pratiqué le saut d'obstacles et en politique, monsieur Gilali, au travail en général, comment vous négociez les obstacles? Vous les contournez ou vous pratiquez aussi les sauts? Non, je pense que le parallèle est un peu difficile à faire, mais il faut affronter les problèmes directement et ne pas le voiler. Lorsqu'on a fondé Djil Jadid, on avait pris des positions très claires et très nettes par rapport au régime Bouteflika, et ça, je crois que personne ne peut le nier. Nous avions été frontalement contre sa politique. Lorsque, à un moment donné, après le Hirak, le vrai Hirak auquel nous avions amplement contribué, lorsqu'il a commencé à y avoir des dérapages, des volontés d'utilisation du Hirak par tel ou tel courant politique, nous avions dit non et malgré toutes les critiques, nous avions tenu bon. Donc, pour nous, il est essentiel d'être clair dans ses positions, même si cela ne plaît pas à certains, même si ce n'est pas compris immédiatement. Mais je pense que la sincérité du choix politique finira toujours par payer à moyen et à long terme. Et comme nous n'avons jamais travaillé pour avoir des postes, ce n'était pas ce qui nous intéressait, mais plutôt pour mettre en place un courant politique nouveau qui soit ouvert, moderne, qui dépasse, qui transcende les divisions inutiles dans la société. C'est cela notre objectif. Donc, peu importer qu'on ait des sièges ou des postes, mais l'essentiel était de faire avancer nos idées. Vous citez tout au début votre parcours hein, politique. On a le sentiment que vous avez toujours voulu avoir un parrain. Dans le sens noble du terme, vous avez été aux côtés de Nourdine Boukrou, un ancien ministre algérien, un monsieur qui réfléchit aussi, un monsieur qui publie, qui écrit. Vous avez rejoint aussi en 2004 monsieur Benflis, un autre universitaire. Hein. Il a été avocat, il a été Premier ministre. C'est un homme aussi qui a beaucoup publié, qui a écrit aussi. Et puis, je pense qu'il y a encore un troisième, je ne sais pas s'il a été ministre ou Premier ministre, monsieur Ben Bitour, une autre grande pointure quand même d'intellectuels qui fait partie de l'élite intellectuelle algérienne. Franchement, il fallait être aux côtés de ces trois hommes-là qui sont vos aînés hein, en âge de toute façon. Écoutez, la politique, c'est un métier difficile, compliqué, et on ne peut pas se prétendre homme politique comme ça de but en blanc. Je vois bien qu'il y a des gens qui apparaissent de nulle part, qui prennent la parole avec une audace incroyable et qui se permettent de critiquer, de dire tout et n'importe quoi avec une audace incroyable. Non, je pense que la politique, c'est presque une initiation. Maintenant, est-ce qu'on fait les bons choix ou pas? C'est pas toujours évident, mais c'est avec le temps, avec la pratique qu'on se développe et qu'on mûrit. Je n'avais pas la prétention ni la volonté d'être un chef. Pour moi, il fallait contribuer à faire quelque chose. Donc, en réalité, après avoir quitté le PRA, j'ai même fait une petite tentative avec Sid Ahmed Rouzeli qui voulait fonder le Front démocratique à ce moment-là. Et malheureusement, cette expérience n'a pas réussi, ni pour lui, ni pour tout le groupe. Avec Benflis, j'ai essayé de le soutenir en 2004 parce qu'il me semblait être le seul acteur qui pouvait faire face à ce moment-là à l'ex-président de la République, Bouteflika. Et donc, les choix que je fais ne sont pas dogmatiques,
J'essaye de travailler avec des gens qui me semblent être rationnels, avoir quelque chose à proposer, même si je peux avoir par-ci, par-là quelques critiques à formuler. Mais tant que je ne me sentais pas en situation de mener un combat par moi-même, eh ben, il fallait aider les autres. Jusqu'au jour où j'étais convaincu que j'étais en situation de pouvoir défendre le projet que j'avais en tête. Vous avez un deuxième point commun avec ces personnalités politiques algériennes que nous venons de citer, mais on va en parler plus tard dans cette émission. Ce sont des hommes plutôt qui croient à la modernité, qui croient en la science, qui croient en la technologie. Ils ont voulu une politique laïque, neutre, en tout cas pour l'Algérie. Monsieur Gilali, en 2014, vous avez en tout cas annoncé votre candidature à la présidentielle, puis vous vous êtes désisté. À ce moment-là, vous vous étiez senti vraiment prêt pour affronter Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi annoncer votre candidature et ensuite suivi d'un désistement? Alors, pour être honnête, en 2014, cela faisait à peine 2 années que Jil Jadid avait été créé et donc on était en pleine constitution en fait du parti et je pense que c'était une bonne occasion pour porter le discours, essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Vous savez très bien que le champ médiatique reste quand même relativement fermé et surtout en ce temps-là. Donc, une candidature à la présidence allait faciliter beaucoup de choses, une campagne électorale, une sortie sur le terrain. Je ne m'étais pas cru à ce moment-là capable de gagner. Je le savais, il y avait d'autres concurrents. Mais simplement, j'avais estimé que le président Bouteflika ne devait absolument pas se présenter à ce 4e mandat. Il était déjà gravement malade. Mais il y avait d'autres concurrents tout à fait capables d'emporter la présidentielle. Donc, à partir du moment où le président Bouteflika s'est engagé pour un 4e mandat, il était devenu évident pour moi que c'était cautionner ce 4e mandat parce que tout le monde le savait qu'il n'y avait pas d'élection vraiment. Il allait y avoir une forme de désignation par plébiscite. Et donc, j'ai refusé de participer à une mascarade. Donc, oui, on a perdu en tant que parti politique de ne pas faire cette campagne-là, mais on a gardé sauf notre morale politique, notre éthique politique. Et d'ailleurs, que nous avions confirmé ensuite en 2017, autant pour les législatives que pour les communales, en boycottant les élections de Bouteflika, parce que il était évident pour nous que tout cela faisait partie d'une grande partie préparée à l'avance avec des quotas distribués aux copains et aux coquins. Et malgré la facture importante politique à payer pour cette non-participation, mais nous avons préféré rester à la marge. Vous êtes resté aussi à la marge, hein, monsieur Soufiane Djellali, en 2019. Vous refusez de participer aux élections présidentielles qui ont porté monsieur Tebboune à la magistrature suprême. Votre parti, Gilles Jadid, a participé aux dernières élections législatives et communales. Qu'est-ce qui s'est passé aux législatives? Alors, les législatives, c'était un moment particulier dans l'histoire de l'Algérie. Il faut le reconnaître. Les élections présidentielles du 12-12-2019 ne se sont pas déroulées dans le meilleur des climats démocratiques. Tout le monde le sait. L'Algérie était en pleine effervescence. Le Hirak était encore là, mais en partie le Hirak honnête, sincère, qui voulait le vrai changement. Mais il y avait déjà aussi tout un dérapage où certaines parties qui étaient à l'étranger, d'autres ici en interne, qui voulaient dévier en réalité le Hirak en un mouvement subversif en réalité. Et donc on était resté très, très gêné par cette situation-là. Pour nous, à Jil Jadid, on ne voulait pas, d'une part, participer aux élections parce que les conditions ne s'y prêtaient pas, en tout cas pas pour nous.
Et d'un autre côté, on ne voulait pas rester dans un oppositionnisme qui allait mener le pays petit à petit vers une forme d'anarchie. Là, il n'était pas question pour nous qu'on soit utilisé secondairement, qu'on soit dans la rue, qu'on essaye de mobiliser la population contre une élection et contre un pouvoir, mais juste pour travailler pour un agenda qui n'était pas le nôtre. Alors ensuite, une fois que le président Tebboune était en place, à plusieurs reprises, il a tendu la main, il a dit qu'il voulait ouvrir un dialogue avec tout le monde, et c'est à ce titre-là qu'il nous avait invités pour un entretien. On avait parlé très franchement de la suite des événements, et je l'avais dit à la sortie que j'avais le sentiment qu'il était de bonne foi et qu'il voulait aider le pays à sortir de la crise profonde dans laquelle nous étions. Ce qui vous a mené à participer aux élections législatives. Absolument. Cela nous a mené à participer aux élections législatives. Malheureusement, l'ambiance était extrêmement difficile et ce qui est assez étrange, c'est que ceux qui voulaient ou se disaient les têtes pensantes du Hirak, qui ont voulu en fait surfer sur la vague du Hirak, au lieu de faire de l'opposition à ceux qui étaient à l'origine des drames du pays, les partis politiques depuis 30 ans, etc., ils ont retourné leurs armes contre Djil Jadid. C'est Djil Jadid qui les embêtait, c'est Djil Jadid qui était devenu le parti à abattre. Si vous voyez cette période-là, il n'y avait pas un seul mot contre ceux qui avaient participé au désossement de l'Algérie, à la prédation générale, mais toutes les attaques étaient dirigées, orientées contre Djil Jadid et contre ma personne. Ça a créé un moment très négatif, d'autant plus que la majorité de la population, n'ayant pas compris les enjeux, ne savait plus à quel sein se vouer. Mais qu'est-ce qu'on reprochait spécifiquement à Djil Jadid? Qu'est-ce que ces personnes-là qui s'étaient autoproclamées élite ou leader des Irak reprochaient à Djil Jadid? En fait, ce qu'il voulait, alors il y a ce qu'il disait publiquement et il y a les raisons de fond. Alors publiquement, on nous reprochait de ne pas crier suffisamment fort pour la libération des prisonniers d'opinion. Il montait, il faisait des fake news. Il disait que nous avions nié qu'il y avait des détenus d'opinion, ce qui n'est absolument pas vrai. Et ensuite, c'est une montagne d'insultes qui venaient de partout. En fait, ça venait, pour être franc, de deux courants, les rachadistes et les berbéristes du MAC, un peu plus large que le MAC. Et donc, c'est ces deux courants-là qui se sont brutalement attaqués à Djil Jadid en mettant beaucoup d'argent dans les réseaux, etc. Alors, la raison de fond était en réalité que Djil Jadid était le grain de sable qui allait faire craquer leur machine à eux. Je rappelle que Djil Jadid non seulement avait mené une opposition radicale, mais esselée durant le règne de Bouteflika, que Djil Jadid avait organisé autour de lui Mouatana dès 2018, qu'on était sorti avec les militants manifester dans les villes algériennes, puis dans les villes européennes et même américaines, et que, en fait, nous étions à la pointe du combat contre le régime Bouteflika. Et ensuite, dès que le Hirak s'est enclenché, nous avions accepté et voulu nous fondre dans la masse populaire, tout en gardant notre optique en tant que parti politique. Le problème est que ceux qui sont venus après le 22, qui n'avaient même pas assisté le premier jour, le vendredi 22, d'autres avaient même critiqué le 22 et avaient refusé de sortir, ces gens-là se voulaient d'un seul coup les meneurs du mouvement. Ils voulaient récupérer le mouvement en leur nom. Et ils voulaient en faire une rampe de lancement, chacun pour lui, à travers au début une tentative de structuration unique. Alors nous, on avait refusé cette solution en disant que le peuple était dans la rue, mais le peuple ne peut pas se structurer en un seul parti, sauf si on voulait retomber soit dans le parti unique, soit dans la Jamahiriya libyenne de feu Gaddafi.
Et ça, c'était un non-sens. On voulait la démocratie, l'état de droit, et en même temps, on interdisait la multiplication d'acteurs politiques. Et ça a beaucoup gêné. Mais en réalité, j'ai même été contacté par certains cerveaux qui dirigeaient un petit peu ces cercles-là pour me dire qu'en tant qu'opposition, il fallait absolument couper tous les liens et tous les ponts avec le pouvoir, mener la révolution quitte à ce qu'il y ait des dérapages, et il l'acceptait, c'est-à-dire des morts, et qu'ensuite le régime s'effondrera parce que l'étranger n'accepterait pas que les autorités algériennes puissent permettre des dérapages et qu'il y ait des morts. Et donc, leur plan, en réalité, était de pousser au maximum la revendication politique en créant des slogans qui allaient entraîner la coupure, la césure entre, par exemple, l'armée et la population, puisqu'on était passé du slogan Khawa Khawa à un slogan les généraux à la poubelle et Mukhabarat Irhabiya, donc les services de sécurité devenaient terroristes. Et ça, tout le monde sait d'où viennent ces slogans-là. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était l'affrontement dans la rue. Et donc, je le sais, ils payaient des gens, des jeunes, ils leur assuraient, ils leur donnaient les garanties que s'ils devaient être emprisonnés, leur famille allait être prise en charge et qu'à leur sortie de prison, ils les aideraient à formuler des dossiers de réfugiés politiques en Occident. Donc, beaucoup de jeunes, dont certains sont encore en prison, hein, dont on dit qu'ils seraient des prisonniers d'opinion, en fait, ont été complètement manipulés et poussés. L'objectif était de créer cette étincelle-là, que ça s'enflamme, qu'il y ait des morts et qu'ensuite ils pourraient appeler très à l'aise l'intervention étrangère. Malgré l'absence de répression, à comparer par exemple avec ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, je pense sincèrement qu'au bout de 2 ans, il n'y a pas eu de répression de ce niveau-là. Mais malgré cela, certains continuent à appeler à l'intervention étrangère, toute honte bue, alors que le pays est à l'évidence sous pression par certains pays voisins au nord ou à l'ouest. Vous n'avez pas été soutenu, hein, Monsieur Gilali, par les autres partis réguliers, hein, qui activent normalement en Algérie. Je pense au FFS ou au RCD et les autres partis dont je ne connais pas très bien les appellations, les partis islamistes, hein, de Monsieur Ben Grina, de Monsieur Makri, les autres partis dits étatiques, le FLN, le RND. Et comment ils ont réagi aux attaques que votre parti a subies de la part de ces deux organisations, entre-temps devenues ou classées par l'État algérien comme des organisations terroristes? Oui, en réalité, parmi les partis que vous avez cités, certains de leurs responsables ont fait partie de la curie. Eux-mêmes nous ont attaqués avec leurs militants. Je pense que, alors chacun avait ses bonnes raisons. Les partis qui étaient au pouvoir, qui ont participé à la gestion du pays, étaient tout contents de voir l'opinion publique se retourner vers un jeune parti qui les dérangeait dans le discours, dans l'ouverture, dans le programme. Et donc, ça les prémunissait. Il n'y avait aucune raison pour eux de venir s'interposer ou soutenir un parti qui les attaquait, puisque nous-mêmes, on était dans une opposition contre les partis qui étaient dans les institutions. D'autres partis politiques qui se disaient dans l'opposition voulaient bien faire oublier les années Bouteflika, parce qu'ils avaient participé, certains, à des gouvernements de Bouteflika, mais aux assemblées élues, entre guillemets, avec quota, certains défendaient la possibilité du 5e et du 6e mandat pour Bouteflika, et donc tout cela était très, très mal à l'aise par les positions de Dil Jadid. Donc, ils étaient heureux de voir un adversaire potentiel mis comme ça sur la place publique pour qu'il soit, comment dire,
attaqués de partout. Jadid a quand même remporté un siège. Je vous pose une colle. Il s'appelle comment, le député qui siège au nom de Jadid au Parlement algérien? Il s'appelle M. Rachid Aouen, il est de El Oued. Voilà, mais à El Oued parce qu'il était soutenu par sa propre tribu et donc il y a eu une difficulté pour trafiquer. Mais ailleurs, c'est pas pour me plaindre, hein, mais ailleurs, il n'y a pas eu toujours un scrutin très régulier. Mais disons globalement, le gros problème venait du fait que la majorité des Algériens avaient boycotté. Or, notre électorat potentiel se trouvait justement chez ces boycotteurs, puisqu'au final, ceux qui ont voté, ce sont les réseaux, j'allais dire militants, mais plutôt clientélistes des partis politiques qui étaient là. Et s'il n'y avait pas eu d'injonction ou d'ordre de trafic des voix au niveau supérieur, mais à la base, il y a eu beaucoup d'anomalies. Ce sont des réseaux qui avaient pris en charge le système de contrôle électoral et là, il y a eu des influences d'argent, de pression, etc. Donc localement, en réalité, c'est là où doit se dérouler le vrai combat. Le combat, ce n'est pas dans les télévisions offshore et les insultes sur les réseaux sociaux, mais le combat est comment organiser les citoyens sur le terrain, comment les mobiliser, comment les préparer à de vraies élections, comment faire de manière à ce que les élections se déroulent à la base de façon tout à fait correcte. Vous n'avez pas regretté, vous semblez avoir regardé le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'était une bonne expérience. C'était une excellente expérience. Cela faisait 10 ans que nous n'étions pas partie prenante d'élections. Vous savez, les militants ont besoin de se former, de voir ce qui se passe sur le réel. Et on a tiré beaucoup, beaucoup de bonnes leçons, de belles leçons. Je peux vous en dire une, et c'est peut-être la première leçon, c'est qu'en Algérie, vous avez la politique et vous avez les élections. Ce sont deux droites parallèles qui ne se coupent pas, qui ne se croisent pas, sauf à créer un pont, j'allais dire, presque artificiel. C'est-à-dire, si vous menez une politique de discours, de programme, de projet de société, de vision, et même de candidats de valeur, ça ne fonctionne pas dans la société. Ce qui fonctionne dans la société, ce sont des réseaux occultes, c'est le clientélisme, c'est les réseaux entre les gens, c'est pour une grande partie de la population encore les tribus. Et donc, c'est deux choses différentes. Vous pouvez faire de la politique, avoir un discours comme vous le voulez, mais il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de correspondance à l'intérieur de la société. La société n'est pas encore au niveau d'une configuration politique classique avec des courants d'idées. Il y a peut-être le courant islamiste, c'est vrai, mais même ce courant-là, à la base, est très, très imbriqué avec des réseaux plutôt clientélistes. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre expérience aux élections législatives qui a finalement payé, vraiment bien payé, parce que vous avez par la suite participé aux élections municipales et là, vous avez eu de beaux scores, non? Absolument. On a eu pratiquement sur toutes les listes que nous avions présentées, nous avions eu au moins un élu, ce qui est déjà pas mal, bien que la loi électorale ait été très rigide et très compliquée. C'est l'exigence des signatures en nombre très important. En réalité, tout le monde le sait, la majorité des listes qui se sont présentées avaient récupéré des signatures à partir du fichier électoral au niveau des APC. Autrement dit, ce sont les maires qui étaient déjà en poste ou les élus en poste qui pouvaient prétendre à se présenter. Ce qui fait que nous avons eu peu de listes. Vraiment là où on a eu des signatures de citoyens parce qu'il y a eu une très bonne mobilisation par des équipes locales, mais à chaque fois où on avait réussi à avoir une liste, on a eu au moins un élu. Mais c'est une très belle expérience qui perpétue maintenant cette action politique sur le terrain. Et d'ailleurs, pour nous, dans l'avenir,
Il s'agit de se redéployer, d'assimiler les facteurs qui ont fait que nous étions mis en échec dans les élections pour pouvoir dépasser ces obstacles-là. Sofiane, j'ai la lit depuis tout à l'heure, vous appuyez beaucoup, et à juste titre, sur la tribu, les relations, les problèmes sociétaux en Algérie, et ce qui m'amène à revenir à ce que vous annonciez tout au début, la sortie de votre livre en 2017 déjà, intitulé La société algérienne, sous-titré Choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. Il est très agréable à lire, très, très franchement, très sincèrement. Et pardonnez-moi de l'avoir lu en retard, hein, sorti en 2017, je le lis en 2022. Comme quoi un livre, hein, c'est jamais trop tard d'ouvrir un livre et d'y aller. Mais vous n'êtes pas allé en profondeur. En fait, il ne s'agit pas d'approche anthropologique dans le sens où vous déconstruisez, vous critiquez, vous définissez ou même vous repensez la société algérienne. Quelle est l'idée centrale de ce livre, au fond, selon vous? Alors, l'idée principale sur laquelle s'est construit le livre est que la société algérienne est dans une phase de transition. Elle est en train de passer d'une société traditionnelle vers une société qui ne l'est plus. Je n'ai pas voulu dire moderne parce qu'elle n'est pas encore définie. Et ce passage-là, qui se fait de manière inconsciente, hein, c'est collectivement, c'est inconscient, entraîne des troubles très profonds dans les rapports, dans les relations, etc. Alors, pour bien m'expliquer auprès des lecteurs, j'ai tenté d'expliquer c'était quoi la société traditionnelle, parce que les gens en parlent, mais ne la définissent pas. Et en réalité, j'ai tenu à expliquer c'est quoi cette société traditionnelle en Algérie, puisqu'il y a dans toutes les sociétés, elles sont passées par ces sociétés traditionnelles. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même? Qu'est-ce qui la caractérise, etc. Et cette société traditionnelle, une fois définie, nous expliquait beaucoup du comportement réminiscent de l'Algérien. Et ensuite, comment cette société est en train de s'effondrer sur elle-même, pourquoi certaines valeurs anthropologiques ne fonctionnaient plus, et comment la modernité est rentrée en fait par effraction dans notre société et qui a brisé certains liens de la société traditionnelle, et comment maintenant on se retrouve dans une société, j'allais dire, indéfinie. Alors elle est encore un peu traditionnelle sur certains aspects, mais ce sont des bribes, c'est des, comment dire, des petits morceaux là, de société traditionnelle qui cohabitent mais qui sont brisés, et une société qui se veut moderne mais qui ne l'est pas encore. Alors oui, il y a certaines caractéristiques de la société moderne, c'est-à-dire une dérive progressive vers l'individualisme, vers le consumérisme, vers une forme d'organisation de la ville, de l'économie, surtout la dimension du rapport homme-femme, où la femme maintenant commence enfin à prendre quelques espaces de liberté, des espaces nouveaux. Mais tout cela ne constitue pas encore une société homogène qu'on aurait appelée moderne, d'autant plus qu'il n'existe pas une société moderne en soi. C'est des multiples possibilités. C'est normalement à nous, Algériens, et spécifiquement aux universitaires, à ceux qui réfléchissent, aux médias et aux politiques, de proposer un projet de société qui soit moderne à la fois, mais qui respecte les valeurs anthropologiques essentielles sur lesquelles s'est reposée la société algérienne, et de manière à faire circuler un petit peu ces relations de manière fluide, à rétablir des équilibres, à enlever les névroses qui sont devenues maintenant généralisées, et comment petit à petit apaiser la société algérienne pour qu'elle retrouve ses équilibres et qu'elle puisse devenir productrice de civilisation. Parce que tant qu'on n'a pas stabilisé la société, il n'y aura pas de civilisation au sens noble du terme.
Mhm. Et je vous disais, hein, Monsieur Gilali, que en lisant votre livre, je n'avais pas ressenti l'existence d'une véritable approche anthropologique, et je vous demandais, selon vous, quelle était, au fond, l'idée centrale de ce livre. Vous faites la corrélation entre la tradition et la religion, ou pour vous, c'est un tout? Alors, en réalité, bien sûr qu'il y a une corrélation, mais le problème, c'est qu'il y a comme des couches qui se sont superposées. Alors, la société, quelle qu'elle soit, en réalité, se fonde sur des valeurs anthropologiques qui viennent de trois sources principales. Vous avez le rapport à la terre, c'est la paysannerie. C'est la paysannerie qui donne le fond, le background d'une culture de société. Ensuite, vous avez la structure familiale. Comment la famille est structurée, sur quelle base, dans le cas de la famille algérienne, c'est une famille communautaire endogame, à mettre par exemple en opposition soit la communauté exogame comme les sociétés russes ou chinoises, ou encore plus avec les sociétés nucléaires, qu'elles soient absolues comme la société anglaise, ou, j'allais dire, relative, comme la société française. Et donc, vous avez plusieurs types de familles, mais la structure de la famille influence très lourdement, comme l'avait démontré magistralement Emmanuel Todd, ça influence l'idéologie la plus prégnante dans la société. Et quand vous avez des moments de grandes difficultés, de crise, alors certains traits de cette société apparaissent de manière caricaturale. Pour vous donner un exemple, cet auteur, Emmanuel Todd, fait le rapport entre, par exemple, la société allemande, qui est une société souche, dite souche, très autoritaire et inégalitaire, qui ressemble d'ailleurs à la société japonaise, et qui, dans des moments de grande tension idéologique, a créé le nazisme. Tout comme dans la société anglaise, qui, elle, est plutôt nucléaire absolu et inégalitaire, qui a créé le libéralisme. Et donc, il y a tout un champ d'études extrêmement intéressant. Donc, moi, j'ai essayé d'appliquer ces clés pour comprendre un peu l'Algérie. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. C'est des clés extrêmement intéressantes, puisque à travers d'abord Melk Ben Nabi, mais d'autres auteurs beaucoup plus récents comme Slimane Madhar ou Emmanuel Todd lui-même, on comprend beaucoup mieux ce qu'est la société traditionnelle algérienne, comment elle est construite sur une asymétrie entre l'homme et la femme, comment elle est égalitaire entre les frères, mais inégalitaire entre les hommes et les femmes, et comment le maintien des structures sociales nécessiter des rapports d'autorité qui créent une mentalité de rapport de force très courant, puisque la société algérienne fonctionne toujours sur le dominant-dominé. Ça se passe dans la famille, ça se passe à l'école, ça se passe à l'université, ça se passe dans l'espace professionnel. Il y a toujours ce rapport de dominant à dominé et on n'arrive pas à en sortir. C'est un des problèmes essentiels. Mais globalement, pour revenir à votre question, ces structures traditionnelles qui sont asymétriques, donc difficiles à contenir et encore moins par la raison, il faut qu'il y ait recours à l'élément sacré pour la maintenir en place. Et c'est là où l'islam a en fait été utilisé par la société et non l'inverse. L'islam, en tant que message spirituel, a été petit à petit dénaturé dès le départ. En fait, dès la première dynastie, les Omeyyades, c'est devenu plus une religion des hommes qu'une religion de Dieu. Et c'est-à-dire que petit à petit, on s'est éloigné de ce que proposait la spiritualité pour aller de plus en plus vers le dogme et le rituel adapté à la société traditionnelle pour la maintenir en place. Donc, voilà un petit peu les rapports C'est que j'essaie votre de mettre vision en. de la religion? Quand vous parlez de spiritualité, la quête de la spiritualité, c'est votre vision à vous de la religion? Absolument. En tant qu'homme Absolument. politique?
On le Oui, ressent dans votre parti, Gilles Jadid? absolument. Pour moi, la religion est d'abord une spiritualité, c'est une quête de vérité. Pour le croyant, c'est comment trouver un chemin vers le divin. Ça n'a rien à voir avec la politique, la mise en place de normes sociétales. Ça n'a rien à voir avec l'habillement, ça n'a rien à voir avec une multitude de choses que nous vivons dans nos sociétés et qui relèvent d'un archaïsme qui n'a plus aucun sens. Donc, oui, parce que dans la vie, il y a tout ce domaine des sciences, du savoir, de ce qui se passe autour de nous, hein, de l'environnement, c'est les sciences dures, les sciences biologiques, les mathématiques, l'astrophysique, tout ce que vous voulez. Mais il y a tout cet autre monde de la connaissance à travers soi, c'est l'exotérisme et l'ésotérisme. Et la religion, en fait, par l'exotérisme ou le rituel extérieur, devrait mener vers un ésotérisme. Et c'est là où toutes les grandes religions, la grande tradition que René Guénon avait développée très longuement dans ses écrits, qui est en fait la matrice même de cette spiritualité. Et d'ailleurs, les grands spirituels de toutes les religions se retrouvent très souvent, recoupent dans leur foi. Ne parlons que de ce célèbre cercle qu'avait décrit Ibn Arabi, le cercle de notre vie exotérique, et la vérité étant au centre, et chacun devant emprunter son chemin, sa tariqa, à travers les rayons pour aboutir à cette vérité ultime. Donc, lorsque vous sortez de l'exotérisme et vous faites un effort vers la connaissance, à ce moment-là, petit à petit, les idées se rapprochent et vous voyez la dimension humaine et la transcendance dépasser toutes les différences entre les gens. En évoquant la foi, Soufiane Djellali, selon vous, l'excès du religieux dans cette société algérienne d'aujourd'hui que vous décrivez si bien, pour vous, c'est une sorte de compensation parce que quelque part, il culpabilise par la perte de la foi. C'est C'est cela. exact, exactement, parce que qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où l'islam, dans son aspect rituel et ritualiste, a été utilisé pour simplement conforter et maintenir en place la tradition, la société traditionnelle. Lorsque la société traditionnelle s'est sentie déconnectée ou en porte-à-faux par rapport au monde moderne, certaines valeurs qu'il a fondées commençaient à être détruites de l'intérieur. Pour donner des exemples que les gens comprennent, après l'indépendance, il y a eu un effort extrêmement important pour l'éducation des filles et des garçons, bien sûr, mais des filles. Et quand les filles ont atteint l'âge adulte, elles voulaient aller à l'université, puis aller au travail, se libérer, avoir une autonomie économique, etc. Et donc, elles s'affirmaient en tant qu'individus. Et elle échappait en même temps à la domination masculine. Ça allait de fait. Et donc là, il y a eu une utilisation de l'islam pour empêcher cette évolution vers une autonomie individuelle de la femme. Et donc, vous voyez que petit à petit, malgré les refus, c'est l'indépendance financière, économique, culturelle, intellectuelle de la femme qui a fait revenir le religieux dans la société algérienne? Eh bien, non, à partir du moment où la société algérienne devait s'adapter à ce qui est maintenant une obligation moderne, c'est-à-dire on ne peut pas laisser la moitié de la population à la maison et l'autre moitié devant subvenir aux besoins de tout le monde. Donc, à partir du moment où la femme se libère, travaille, devient économiquement une ressource importante pour la famille, petit à petit, les anciennes valeurs se détruisent. Dans les grandes villes en Algérie maintenant, la femme, elle sort, elle travaille dans des milieux mixtes, etc., ce qui était impossible il y a 40 ans, 50 ans. Et donc, on voit bien que la société traditionnelle telle qu'elle était ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Et du fait qu'elle ne fonctionne plus, alors que les générations sont toujours éduquées dans le même état d'esprit,
Alors ça crée une anomie, une difficulté à vivre entre ce qu'on croit être notre idéal et ce qui est dans la réalité, dans la société. Et cette difficulté-là crée des névroses, elle crée de la violence, elle crée de l'agressivité, etc. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'homme en petit H? Eh bien, l'homme s'est agrippé à la religion parce qu'il pensait-il que la religion était l'autorité suprême qui lui donnait le pouvoir sur la femme. Et donc, il en a abusé, il a utilisé tous les moyens possibles. Mais comme petit à petit, cette société-là est en train de s'effondrer, elle entraîne avec elle les anciennes croyances, pensant que l'islam était fait spécialement pour finalement emprisonner la femme, ce qui est absurde en soi. Et donc, petit à petit, la partie exotérique, c'est-à-dire la croyance extérieure, qui n'a pas de dimension spirituelle, est en train de se briser, de s'effondrer. Et de ce fait, beaucoup de gens sentent ce décalage-là, ne le supportent pas. Donc, ils vont faire de l'excès de zèle. Par exemple, tous les vendredis, vous allez les trouver au premier rang pour faire la prière du vendredi. Mais entre deux vendredis, ils ne font pas de prière. Ou alors, ils vont donner des leçons de morale à tout le monde à l'extérieur, mais quand ils rentrent chez eux, ils oublient complètement la morale au pas de leur porte, mais extérieure, pas intérieure, etc., etc. Et donc, ce grave dysfonctionnement si j'allais dire mentalement, ça crée des conflits internes. Et donc, psychologiquement, c'est difficile à vivre. Pour la femme, qui doit se battre constamment parce qu'elle sent qu'elle vit une injustice qu'elle ne peut pas admettre et qu'elle ne peut pas comprendre, mais l'homme d'aujourd'hui qui a l'impression que la femme lui échappe et que la femme qu'il épouse n'est plus la mère qu'il a connue et que ça crée en lui des perturbations. Et cette phase-là, à l'évidence, a causé une exacerbation des symptômes ritualistes, surtout les années 90, qui avaient mené à des excès incroyables. Les assassinats qu'on voyait, les meurtres, mais aussi les tortures qu'on faisait aux gens, relevaient du pathologique et non pas du politique. On ne peut pas faire une révolution en égorgeant des bébés. Donc il y a, à l'évidence, il y avait une profonde déstabilisation psychologique d'une minorité, en fin de compte. Mais cette minorité-là représentait le malaise général dans la société. Vous évoquiez à l'instant les années 90, 90. J'aimerais qu'on retourne un peu dans les années 60. Il y a un point où vraiment je n'arrive pas à vous saisir, à vous situer dans le livre et dans vos récits. Vous dites qu'en 1962, l'Algérie a pu acquérir son indépendance d'une grande puissance coloniale qui était à l'époque déjà assez avancée. Elle était moderne et modernisante. Mais vous donnez le sentiment que la présence de la France en Algérie n'a absolument pas participé, serait-ce à déblayer un peu toute cette tradition qui avait le dessus dans les tribus, dans les sociétés algériennes. Vous n'êtes pas vieux, hein, monsieur Gélali, j'ai regardé, vous êtes né, vous êtes un fils de l'indépendance, vous êtes né en 1958, ça veut dire vous aviez 4 ans, vous êtes un homme moderne. Est-ce que votre modernité, est-ce que vous êtes devenu un homme moderne grâce à ce que vous disiez tout à l'heure, cette vague de modernisation des années 60-70 70, ou alors parce que vos parents déjà vous êtes un Algérois, hein, pure souche, avaient déjà goûté, entre guillemets, à cette modernité. Et pardonnez-moi, je ne fais pas l'apologie de la colonisation qu'on ne méprenne pas. La France avait aussi apporté un rien de modernité, peut-être pas à toutes les sociétés algériennes, mais au moins une partie des familles qui vivaient dans les grandes villes et à la capitale, comme vous l'étiez vous, les Gilali, non? En réalité, il faut chercher l'explication dans la nuance que vous apportez. La colonisation, d'abord, a été extrêmement dure avec la majorité du peuple algérien. Je ne veux pas
ici revenir sur les différents épisodes de résistance depuis 1830. Mais tout cela avait poussé la majorité de la société à se recroqueviller. Ensuite, l'école française, surtout dans les années 50, peut-être un petit peu avant, a essayé d'apporter quelque chose de la modernité, mais à très peu d'Algériens. Vous savez très bien qu'en 1962, l'écrasante majorité des Algériens étaient analphabètes, illettrés. Et donc, il y a eu une poignée de personnes qui ont eu, pour une raison ou une autre, accès à la connaissance, au savoir. Et c'est d'ailleurs de cette petite élite que est venu le mouvement national. Le mouvement national qui s'est formé depuis le début du XXe siècle et dont l'aboutissement en 1954 était l'œuvre d'une succession de militants, mais qui sont restés une poignée. Vous pouvez reprendre l'excellent livre que vient de publier sur les mémoires de l'Akhdar Mantoubel, fait par Dahou Djerbel, que je recommande à tous ceux qui veulent comprendre comment s'est fait la révolution algérienne. Il est remarquable. Et vous verrez que cette petite élite qui était en même temps complètement enracinée et ancrée dans la société, mais qui avait une ouverture parce qu'elle a eu accès au savoir, à la science. Elle savait ce qu'était l'histoire, elle a su ce qu'était la Révolution française, elle a su ce qu'étaient les différentes guerres mondiales, la première et la deuxième, et que donc ensuite ils se sont attelés à libérer leur pays. Mais ils le disent très bien, ces fondateurs de la révolution algérienne, ils voulaient libérer le pays non pas seulement du colonialisme, mais aussi de l'archaïsme de la société dans laquelle ils vivaient. L'Akhdar Mantoubel, avec une franchise incroyable, il raconte dans un passage un petit peu la vie de sa propre mère, comment, parce que par hasard, elle avait parlé à haute voix alors que son père recevait des invités, elle ne le savait pas, comment ensuite il l'a battu presque à mort, simplement parce que les convives avaient entendu la voix de son épouse. Et donc c'est en revenant vers la réalité de la masse, de la majorité, que vous comprendrez qu'ensuite, à partir des années 62, lorsque, avec le régime socialisant qui portait en lui l'idée de progressisme, d'ouverture, mais cette idée-là était en réalité extérieure à la société algérienne. Elle a été imposée à la société algérienne. L'éducation des filles a été imposée. C'est pour ça qu'on peut reprocher beaucoup de choses au régime de Boumedienne, à tort ou à raison, mais on ne peut pas lui dénier le fait qu'il a poussé quand même les filles algériennes à aller à l'école et jusqu'à l'université. Mais vous êtes en train de me dire aussi que les familles algériennes ou l'homme algérien résiste à la modernité? Il a beaucoup résisté, beaucoup moins maintenant. D'ailleurs, je l'explique dans le livre, comment petit à petit, parce que l'homme lui-même comprend bien qu'il ne peut plus vivre selon le mode de vie de ses parents ou de ses grands-parents. Il trouve même ça un petit peu déplacé, mal placé, etc. Mais malgré cela, on traîne encore avec nous des réminiscences de ces valeurs-là qui ne s'évanouissent pas aussi vite. Elles sont là, il y a une résistance, Et regardez très souvent le comportement de certains Algériens, de certains de nos compatriotes. Alors des fois, vous les trouvez très ouverts, très agréables, etc. Et puis d'un seul coup, sur quelques éléments, ils se renferment complètement et deviennent à l'opposé de ce qu'on peut attendre. Et donc, il y a comme un conflit interne en chacun de nous entre ce qu'est la société traditionnelle et ce que peut être une Algérie moderne. On n'a pas encore totalement résolu le problème, même si d'ores et déjà, je peux vous dire que ce qui formait la société traditionnelle ne peut plus revenir, ne peut plus se reconstruire, c'est déjà trop tard. Et c'est là où commence en réalité notre travail en tant que politique. Comment vous expliquez, pardonnez-moi, oui, comment vous expliquez le fait que l'Algérien, en général, qui émigre, il va choisir d'abord les pays occidentaux où l'on a déjà séparé la religion de l'État, où la modernité a atteint son paroxysme, on va dire.
C'est pas paradoxal? Non, mais vous aviez eu des vagues de migration depuis 1962. Quelque peu, un peu avant, mais c'est, j'allais dire, marginal. En réalité, les Algériens qui immigraient avaient besoin d'abord parler français très souvent. Ils ne parlaient pas spécialement arabe, hein, donc ils ne pensaient même pas aller dans un pays arabe. Ils ne maîtrisaient pas la langue. Mais en plus, ces pays, qu'est-ce qu'ils pouvaient leur offrir? Ils étaient dans un état de sous-développement comme notre pays. Et donc, c'est tout à fait naturellement qu'ils partaient vers la France. Mais ça ne signifie pas qu'ils avaient choisi la France parce que la France était moderne. La France était un état de droit pour eux. Elle leur permettait de vivre, de travailler? travailler, d'envoyer de l'argent à la famille, puis ensuite de faire un regroupement familial. Mais très souvent, toutes ces générations avaient vécu selon le mode traditionnel qu'ils avaient transféré, transplanté là-bas. D'où d'ailleurs aujourd'hui les difficultés des banlieues. Les banlieues vivent un peu un triple problème en réalité. Ils vivent ce qui reste, la résilience de la société traditionnelle qui leur a été transmise à travers les parents, mais ils vivent aussi les difficultés économiques qu'ils ont par la difficulté d'adaptation. Et la discrimination, il faut le Et dire. ils vivent la discrimination, bien entendu, et ils vivent cette attraction de la consommation, de l'individualisme, mais qu'ils ne comprennent pas en tant que modernité. C'est difficile de passer des choses du vécu quotidien à leur explication philosophique. Ça, c'est plus compliqué. Ils ont résisté, hein, pour dire encore un mot par rapport à la migration algérienne en Europe. Ils ont aussi, là, résisté à la modernité européenne, mais ils n'ont pas du tout résisté. Ils ont ouvert les bras à l'islamisme politique. Et la jeune fille, dans parfois, elle est à la quatrième génération en Belgique ou en France ou en Suisse ou au Canada. Donc, l'arrière-grand-père, le grand-père et les parents qui sont déjà en France. La mère qui s'habille en jean basket ou en tailleur, elle va se vêtir à l'oriental avec un hijab ou un tchador. Et mon autre question ou sous-question, c'est et quand vous discutez, vous ouvrez un débat par rapport à la tenue vestimentaire islamiste aujourd'hui. Le plus loin où on peut aller avec vous, surtout la junte masculine, c'est de vous dire, ah, on préfère le hayek avec le niqab. Alors là, ça renvoie un peu à l'Afghanistan, j'ai oublié le mot, l'habit, pas le tchador, l'habit des femmes afghanes, la burqa, La burqa, oui. parce que la femme algérienne, avant qu'elle ne se modernise plus ou moins, on ne voyait pas son visage non plus. Elle avait un niqab, ça s'appelle un niqab. Quelque part, la tenue vestimentaire orientale de l'islam politique est une modernité pour elle. On va voir enfin son visage. On voit Oui, le visage au moins. Non? absolument. Euh, Là, on touche à des questions identitaires en réalité. Je ne crois pas que la majorité des musulmanes qui portent le hijab le fassent que exclusivement sur la base spirituelle. De toute façon, la question du voile en général dans l'islam est une question qui est encore et sera de plus en plus controversée. Il est clair que c'était une tradition très ancienne d'avant les religions monothéistes, reprise par le judaïsme, reprise par le christianisme, etc. Et donc, elle n'est pas propre à l'islam. Ce n'est pas l'islam qui a inventé cette tenue-là. Mais en France, je pense qu'il y a une réaction de crispation, en France et en Europe en général, parce que très souvent, le petit racisme qu'ils ont pu vivre au quotidien a petit à petit créé un sentiment de ségrégation. Et donc, chez ces populations, il y a comme si elles veulent lancer un signal, puisque vous ne nous considérez pas comme vous autres concitoyens,
alors oui, on va affirmer notre personnalité ancienne. Je pense qu'il y a quelque chose de ce ressort-là. Quand vous venez en Algérie, par exemple, maintenant, il y a eu un moment où la tenue, le hijab était devenu très largement majoritaire. Mais petit à petit, le hijab se transforme. Il devient de moins en moins la grande gandoura d'une seule couleur, mais au contraire, petit à petit, il s'affine, il peut devenir juste un foulard, et parfois il finit en bandana avec une tenue de ville, avec un jean, etc. Et donc, vous voyez bien que le hijab des années 90 ou le début des années 2000 a souvent été le passe ou le code pour que l'homme accepte que l'épouse ou la fille puisse sortir et travailler dans un milieu mixte. C'était donnant-donnant. Donc la fille a mis le hijab pour que l'homme accepte de libérer la femme. Et la femme a été très intelligente puisqu'elle a joué de cela. Et petit à petit, maintenant, on est devant un fait accompli. Plus personne ne peut dire à la femme ne travaille pas, d'autant plus que très souvent, c'est la femme qui est un peu la colonne vertébrale des institutions, des gens qui travaillent dans les grands corps, en médecine, dans l'enseignement, dans la magistrature, y compris maintenant dans les services de sécurité, dans la police, etc. Le prix à Donc, payer, donc, c'est le hijab à à la un moment mode donné, aujourd'hui. mais maintenant, vous voyez que petit à petit, ce hijab se raffine, devient beaucoup plus féminin et il va finir par devenir simplement une étoffe symbolique, je pense. Et donc là, il y a eu une évolution très, très nette. Et ce qui est bien par ailleurs, c'est que vous voyez dans la rue les filles en hijab et sans hijab être des amies, des sœurs. Il n'y a aucun complexe ni pour l'une ni pour l'autre. Et ça aide à faire évoluer la société. Parce que notre problème de fond est comment faire évoluer une société vers le mieux, vers le bien-être de chacun, vers une reconnaissance de l'individu en tant que soi, sans que chaque individu ne le ressente comme étant un oukase, comme étant une obligation, ni dans un sens ni dans un autre. Il Vous faut au pensez, contraire. vous, franchement, pour dire encore un ou deux mots sur le statut de la femme, vous pensez que la femme algérienne aujourd'hui est plus libre qu'il y a 20 ans? C'est incontestable. C'est incontestable pour celui qui veut voir, celui qui a peut-être un peu mon âge, donc un peu vieux. Si on devait faire la comparaison entre la femme dans les années 60 ou 70 et la femme dans les années 2020, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de Mhm. comparaison possible. Je vous donne un exemple. Moi, je le vis lorsque je croise dans l'immeuble les femmes et les filles des voisins. On peut s'interpeller par le prénom, ce qui était absolument impossible il y a 30 ans. Vous connaissez tous l'homme qui rentre dans la maison, il faut qu'il tousse hein, pour demander aux femmes qui seraient là de rentrer chez elles. Ils ne peuvent pas croiser le regard. Donc oui, il y a une nette évolution. Vous avez des femmes ministres, vous avez des femmes PDG de grandes sociétés, des sociétés importantes d'État. Vous avez des femmes dans toutes les administrations, du plus haut échelon à l'échelon de base. Vous Comment allez vous, voir des petits. comment vous expliquez des images, je vais être un peu brute, des images qui ont choqué le monde entier sur des télévisions privées algériennes où l'on voit une femme se mettre à genoux, même à plat ventre, pour baiser les pieds de son mari, pour l'avoir tiré de la rue et épousé. Vous avez certainement vu cette image comme moi, très choquante, sur Eshuruk, une chaîne de télévision qui appartenait à un certain Ali Foudil qui serait décédé, il serait mort à plat ventre Qui est décédé, dans qui un, est il paraît décédé qu'il bien. serait, il serait mort à plat ventre dans un lit d'hôtel, le visage entre les jambes d'une de ses nombreuses maîtresses. Un peu comme l'image qu'il a essayé de galvauder euh, à l'international. La télévision aujourd'hui, algérienne ou pas, elle va au-delà des frontières. C'est une image qui a énormément entaché la dignité de la femme algérienne. Vous ne pensez pas?
Je pense qu'au-delà des événements de ce type qui peuvent être des épiphénomènes, je pense qu'il faut réfléchir globalement à la société. Si on fait des comparaisons, il faut voir par exemple le nombre de femmes qui sont fonctionnaires, qui travaillent, qui sortent, etc. Je ne dis pas que la femme algérienne en Algérie a le même statut que la Belge en Belgique ou l'américaine aux États-Unis. Nous ne sommes pas dans la même société, mais il faut cadrer les choses dans, j'allais dire, leur dimension. Moi, je répète, la société algérienne est en pleine évolution et la femme en est en même temps le moteur et très souvent le bénéficiaire de cette évolution qui est positive et qu'il faut encourager. Maintenant, est-ce qu'on est au terme de cette évolution? Non. Tout le problème se situe dorénavant. Quelle société devrons-nous construire pour l'avenir? Faut-il copier le même type de société qui est en Europe ou alors faut-il inventer un autre type de modernité qui nous sied à nous? C'est ça le vrai débat maintenant, puisque nous sortons Je définitivement vais et reprendre, obligatoirement de l'ancien type de société traditionnelle. je vous reprends votre interrogation et je vous la poserai autrement. Vous ne pensez pas que le peuple algérien va être sauvé grâce au fait qu'avant d'être sur-islamisé, a vécu dans sa chair le terrorisme islamique, dans le sens où si les choses se sont passées inversement, ça aurait été l'apocalypse aujourd'hui? Inversement, c'est-à-dire, inversement, si C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'abord la, le la, terrorisme. la sur-islamisation en Algérie. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu un moment dans la société où son évolution a causé ce malaise très profond dans les relations entre tous les membres et les individus de cette société-là, et essentiellement entre l'homme et la femme. Je vous rappelle simplement les premiers discours du fils dans le début des années 90, tournaient principalement autour de la femme. C'était les mœurs, c'était la femme qui ne devait pas travailler, on devait donner un salaire aux femmes pour qu'elles restent chez elles, etc., etc. Et donc, on voit bien que cette focalisation sur la femme n'avait rien à voir avec une focalisation sur une quête spirituelle, rechercher le divin ou une dimension de ce type-là. Donc, si vous voulez, la cristallisation de l'islamisme politique qui n'a rien à voir avec l'islam est venue parce que justement la société est en train de changer, d'évoluer et ce refus d'évolution a entraîné ces excès-là. Et bien entendu, la société aujourd'hui en a tiré la conclusion que le discours politicien qui utilise l'islam pour essayer d'emmailloter la société ne peut plus correspondre à un projet de société, à un projet de vie. Et ça, on peut le dire, c'est tant mieux, puisqu'on voit bien même les islamistes qui étaient très proches du courant terroriste, et peut-être même en avaient-ils pratiqué, parlent aujourd'hui et essayent de récupérer l'état de droit, la démocratie, la société civile, à contrario de la société militaire, etc. Et donc, vous voyez bien que le discours politique a dû s'adapter à une réalité sociologique qui a évolué, qui a changé. Et ça, c'est important à faire. Maintenant, est-ce que les Algériens sont moins musulmans? Ça, c'est pas évident parce que dans le vide existentiel, je pense que tout à fait naturellement, les gens vont toujours se raccrocher à quelque chose. Et je ne crois pas, et je vous le dis Et justement, franchement, Monsieur Gilali, s'il n'y avait pas eu l'islam en Algérie, il aurait eu quoi? et ça dépend à quelle période. Mais sans islam en Algérie, il n'y aurait pas eu d'homogénéisation de la société algérienne. Il y aurait des idéologies diverses, multiples, contradictoires. De toute façon, moi, je ne connais pas de peuple qui ait construit une civilisation sans Vous voulez s'appuyer dire que sur la l'islam a été religion. rassembleur en Algérie? Absolument. Oui, c'est incontestable.
Regardez d'ailleurs même en France, par exemple, puisque c'est la période électorale ou préélectorale pour les présidentielles, l'essentiel du discours revenait sur cette idée centrale que la France était en train de perdre sa civilisation parce qu'elle s'est déchristianisée et que même ceux qui ne croient pas en tant que chrétiens ou en tant que catholiques parlent de ce même langage. Vous De avez des valeurs intellectuels. judéo-chrétiennes, etc., qui Voilà. Et primeraient donc, sur le reste, oui. vous allez aux États-Unis, tout le monde sait que ça s'est construit à peu près sur les valeurs protestantes, tout comme l'Allemagne, ou en Russie, c'était sur les valeurs orthodoxes. Et donc, l'Afrique du Nord, comme le sud de la Méditerranée, en fait, et même la partie est avec la Turquie, tous ces peuples-là se sont construits sur l'idée islamique. Mais l'islam monothéiste a la même source que le christianisme ou le judaïsme. Je rappelle que toutes ces religions-là sont nées au Proche-Orient et Moyen-Orient pour l'islam en Arabie Saoudite. Mais Je vous posais la question pour les que ce autres. soit clair. L'arrière-pensée que j'avais derrière le fait de savoir ce qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas l'islam en Algérie, c'était pour vous faire réagir sur la tradition. Est-ce qu'au fond, ce ne sont pas tous les problèmes liés à au traditionnel qui ont fait ou qui font que l'Algérie est en partie ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'on ne colle pas comme ça bêtement ça à la religion, alors que la réalité est tout autre? C'est parce que la société aujourd'hui, en 2022, doit aller vers la modernité. Alors, juste par rapport au passé, il faut comprendre que toute société, quelle qu'elle soit, doit évoluer. C'est comme un être humain, il va grandir, vieillir et mourir. Mais elle doit évoluer, elle ne peut pas rester figée. Or, la société algérienne, à partir du moment où elle avait été occupée par une population extérieure à elle, anthropologiquement et religieusement, la société algérienne s'était complètement renfermée sur elle-même. Donc, de 1830 à 1962, elle s'est interdite d'évoluer, pensant perdre son identité et son âme si elle devait se laisser aller dans un courant moderniste français à ce moment-là. Mais à partir de 1962, il y a eu comme un rattrapage dans le temps. Et c'est cette accélération de l'histoire dans l'évolution de la société qui a créé ces conflits internes, cette phase critique. Maintenant, sans l'islam, je pense que ce sont des sociétés qui se seraient désagrégées. D'ailleurs, on voit bien, par exemple, le mouvement sécessionniste porté par un mouvement kabyliste s'attaque prioritairement à l'islam parce qu'il pense que par l'islam, la Kabylie reste intégrée dans le reste de la nation. Sans l'islam, il est possible de l'en détacher. Donc, Comment très vous expliquez, probablement. comment vous expliquez le fait que la France a créé en 1920 un pays qui s'appelle aujourd'hui le Liban, où cohabitent trois religions monothéistes, ne s'est pas désagrégé, malgré les problèmes. Les problèmes sont davantage des problèmes économiques, de gabegie, de corruption que de religion au Liban. Non, le Liban, c'est beaucoup plus grave que ça. Le Liban était une partie de la Grande Syrie. Il en a été détaché pour des calculs géopolitiques. Le Liban, dans la Grande Syrie, avait toujours vécu avec les différentes religions, mais spécialement le christianisme et l'islam, beaucoup moins de judaïsme. Qu'est-ce qui Sinon, rassemble les Libanais? On sort un peu du sujet, mais non, mais libre à vous de répondre à la question. Qu'est-ce qui oui, mais rassemble aujourd'hui les très peu Libanais? de choses. Le Liban aujourd'hui est en phase d'explosion. Le système politique et institutionnel ne correspond plus à ce que devrait être un État moderne. Il n'y a plus d'État de droit réellement. Mais le Liban est aussi soumis à des pressions extraordinairement puissantes de la part de puissances extérieures à lui, qu'elles soient régionales ou internationales. Le Liban est un tout petit pays qui n'a pas beaucoup de moyens, qui avait une élite, qui vivait dans la paix depuis des siècles et qui d'un seul coup se voit infecté par le virus de la division. Et ensuite, ce sont les éléments extérieurs qui agissent dessus. Tout le monde sait que chacune des parties du jeu politique libanais
libanais est lié à une partie extérieure. Pourquoi en Algérie des valeurs, de grandes valeurs internationales comme la citoyenneté, les valeurs de la République ne rassembleraient pas les Algériens aujourd'hui? Ça pourra les rassembler dans un avenir, le jour où on aura mis en place un véritable état de droit, où on aura éduqué et cultivé nos enfants dans un espace de tolérance, de compréhension de ce que peut être la différence, d'accepter les différences comme étant un enrichissement et non pas comme étant un facteur de stigmatisation. À ce moment-là, oui, mais ça s'apprend. La citoyenneté n'est pas quelque chose d'inné, c'est acquis. Donc il faut, ça commence, ça va d'abord déconstruire et désagréger les anciens ensembles traditionnels, donc la structure tribale. Et pourquoi la structure tribale? Parce que justement, on parlait au début de cet entretien, la famille algérienne qui est communautaire et endogame, qu'est-ce que ça signifie? Communautaire, c'est que vous avez 3 générations qui vivent sous le même toit. Et endogame, c'est que les enfants se marient entre cousins. Des Et mariages ça consanguins, c'est ça? consanguins, mais cousins. C'est les bint al-am ou bint al-khal. Et donc, petit à petit, ça vous donne des familles qui s'élargissent en réseau, d'autant plus que lorsque ces familles se constituaient il y a quelques siècles, c'était dans un territoire immense et les gens vivaient presque en autarcie. Donc, forcément, vous aviez des tribus qui se formaient partout dans le territoire national. Puisqu'il y a même des régions, la Kabylie, c'est Al-Qaba'il, c'est une multitude de petites tribus qui chacune habite un petit village. Ça, il faut le dépasser. On le dépasse comment? Par la citoyenneté. Mais la citoyenneté vient par l'apprentissage, par l'école qui doit brasser l'ensemble des citoyens, par la liberté de mouvement, par l'investissement économique. Il y a une multitude de facteurs qui fera que l'Algérie deviendra une nation au sens moderne du terme. Et à quand la séparation de la religion de l'État? Écoutez, sincèrement, au-delà de certaines dates symboliques où il y a des fêtes religieuses, ce qui est toujours, qui existe toujours même en Europe, dans les pays anciennement chrétiens, si j'ose dire, vous avez l'Aïd où on adapte les horaires au Ramadan, etc. Mais à part cela, soyons honnêtes. Est-ce qu'il y a direction du pays qui est faite sur la base d'injonctions d'imams ou d'un guide suprême religieux? Non, pas du tout. C'est un État qui est civil dans le sens où ce sont des citoyens à qui on ne demande pas la nature de leur croyance ou de leur religion ou de leur penchant et à qui on confie des portefeuilles ministériels ou des entreprises ou la législation. Vous Mais l'on rappelle à l'article 2 de la Constitution algérienne que la religion de l'État est l'islam et que pour être ministre, il faut être musulman, chef d'État aussi, je pense. Ah non, ministre, non, pour être président de la République, oui. Il faut être musulman seulement quand on est... le président de la République. D'accord. Bon. Et l'article 2, comment ça a été débattu, je pense, dans tous les sens, l'idée que l'État n'étant pas un être humain, n'étant pas ne peut pas avoir une religion. Non, et ça veut dire quoi, en fait? Je non. sais que vous n'êtes pas juriste, mais ça veut dire quoi, la religion de l'État et l'islam, ou l'islam et la religion de l'État? Non, ça veut dire simplement que l'État fait référence aux normes islamiques dans la gestion de la société. Mais moi, je vais poser la question inverse. Enlevons l'article 2 de la Constitution. Et à ce moment-là, l'État n'a plus la possibilité d'intervenir dans la gestion des mosquées. Vous allez avoir en un clin d'œil se constituer à travers le territoire national des groupes d'influence wahhabites, salafistes, frères musulmans, etc., sans que l'État n'ait le droit d'intervenir. Vous pensez que c'est une solution pour le pays? Aujourd'hui, les mosquées sont contrôlées par l'État. Bien sûr, certains ne sont pas contents, mais moi, sincèrement, je préfère un contrôle de l'État qui peut se faire dans les normes, dans l'État de droit, que de lâcher toute la religion et la laisser entre les mains
Mais j'allais vous dire, Il faut vous avez observer. tout à fait raison, Monsieur Gilali. Ça se fait aussi dans des pays, dans des vieilles démocraties. Ici, en Belgique, c'est le cas. L'État contrôle la mosquée, la synagogue et l'église. Ben voilà. Donc ça Et se donc, fait. et Mais donc la moi, religion dans la Constitution, malheureusement, en tout cas pour les femmes algériennes, qui représentent la majorité de la société algérienne, sont appliquées dès qu'il s'agit d'appliquer des lois islamiques, il faut que ça concerne la femme. Il est précisé dans la Constitution, il y a une sorte de contradiction. Je ne me rappelle pas de l'article, mais je crois que c'est l'article 32 ou 35 de la Constitution qui va dire que tous les Algériens ont les mêmes droits, quel que oui, soit leur sans sexe, discrimination leur de fonction. sexe ou de religion. Absolument. Et de l'autre côté, vous avez à l'intérieur de la Constitution comment on appelle ça, un amendement qui stipule que la femme ne peut hériter que la moitié Non, 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 de, c'est pas par dans la rapport à ce que Constitution. l'homme hérite. Par Non, exemple, écoute, que la femme ne peut pas divorcer. non, L'homme non, 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 pas peut. du tout, pas du tout. Non, 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 là, je vous contredis. Ce n'est pas dans la Constitution. Il y a le Code de la famille qui posait un certain nombre de problèmes, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la femme a le droit de demander le divorce et ça s'applique très fréquemment, qu'on appelle khul', tout simplement, mais Mais ça pourquoi ça ne s'applique. s'appellerait pas que le divorce? Parce que ce que vous dites, ce terme-là, a un certain nombre de conditions. Elle Non, peut demander, la elle condition, peut demander le divorce, la femme algérienne, sous condition. non, Un non, 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 certain nombre de, absolument pas. elle doit Absolument. préciser, elle doit donner les causes. Non, L'homme, il la peut cause, divorcer sans explication. elle peut expliquer, même l'homme, lorsqu'il demande divorce, il faut qu'il s'explique et que la femme puisse avoir en retour ses droits. Non, je crois que c'est juste un terme qui fait À moins référence. que cela ait été changé lors de la dernière modification de la Constitution. Non, non, ça relève pas de la Constitution, ça relève du Code de la famille. Et dans le Code de la famille, la femme a le droit de divorcer et elle le demande fréquemment, une cause valable et elle ne peut plus supporter son mari, tout simplement. Donc il y a des formes juridiques, mais sur le droit, sur le fond, il n'y a absolument aucun doute. D'ailleurs, beaucoup d'islamistes ont accusé cette loi-là d'être à l'origine de l'augmentation des divorces. Mais en fait, les divorces ont augmenté pour une raison beaucoup plus profonde que simplement le fait de donner ce droit à la femme. Maintenant, la question de l'héritage, c'est une vraie question. Mais l'un des échappatoires possibles, c'est que les parents doivent distribuer leurs biens avant leur mort. Ça, c'est possible. Tout le monde sait qu'il y a ce problème-là. C'est le cas au Liban, par exemple, il y a eu même un cas célèbre où un ancien premier ministre qui était sunnite, puisque au Liban, ils s'inscrivent selon sa religion, eh bien, il s'est reconverti au chiisme pour permettre à ses filles d'avoir l'héritage avec les mêmes parts que les hommes. Il y a un vrai problème à débattre et à régler de ce point de vue-là, mais je crois qu'il faut le débattre en tant que société. Et il y a beaucoup de monde tient à ce type de règles, mais il faut y aller doucement. On ne peut pas obtenir une société totalement égalitaire en un clin d'œil. On vient de très très loin. Il faut aussi aider cette société à évoluer sans la provoquer, sans entraîner chez elle des C'est ce réactions que fait de refus. votre parti, Monsieur Gilali. Est-ce que vous pouvez le dire clairement? Votre parti est un parti neutre, un parti laïque ou pas? Alors, le mot laïque peut porter à confusion. Laïque, à l'origine, c'est l'opposé, pas l'opposé, mais j'allais dire le compagnon du clerc. Le cléricos et le laïkos. Le laïque est un croyant qui ne fait pas partie de l'Église. Et le projeter avec la part subjective et Est-ce qu'il prône la émotionnelle. neutralité de l'État, votre parti? Oui, absolument. Nous voulons un État qui soit civil, qui mette en pratique l'égalité de tous
et avec un consensus dans la société. C'est clair, nous voulons un État moderne, une société moderne, et c'est là où est tout le cœur de notre action. Et vous en convenez qu'aujourd'hui et depuis l'indépendance, l'État algérien est un État religieux? Non, non, absolument pas. Ce n'est pas un État religieux. Je ne suis absolument pas d'accord. Qu'ils prennent en charge la religion, oui. Qu'il soit un État religieux, c'est non. Ce n'est pas les religieux qui président à l'État algérien, ce n'est pas les religieux qui forment les gouvernements, ce n'est pas les religieux qui sont à l'Assemblée nationale. Ce sont des institutions élues par des partis politiques. Moi, je ne connais pas 10 même chefs de parti. C'est vrai qu'il y a quelques partis politiques qui prônent une politique de retour aux normes islamiques, mais ils font partie du paysage, pas plus. Qu'advient de l'Algérien qui décide de se convertir à une autre religion, monothéiste ou pas? Je pense qu'il y a des conversions de ce type. Il y a des Algériens qui sont chrétiens. Il y a des Algériens même qui étaient d'origine juive et qui le sont toujours et qui vivent en Algérie. Le problème est qu'il ne faut pas utiliser la religion ni dans un sens ni dans l'autre. Personne ne va demander des comptes à X ou à Y parce qu'il est parti à l'église. Donc, il s'agit de ne pas agiter un chiffon rouge dans une situation où le pays est un petit peu sur les dents, où il y a des incompréhensions, il y a des tensions. Donc ça, c'est inutile. Mais pour nous, en tout cas à Djil Jadid, on ne fait aucune discrimination entre tous les Algériens. Pour nous, ce sont des citoyens algériens. Je n'ai pas à leur demander ni leur lieu de naissance, ni à quelle tribu ils appartiennent, ni à quelle religion ils pratiquent. Très bien. Monsieur Gil Jadid, quel lapsus, parce que vous êtes un moderniste, monsieur Soufiane Gilali. Je vous laisse mais vraiment le temps qu'il faut pour conclure et ajouter ce que vous auriez souhaité dire à l'immersive aujourd'hui. Allez-y. En fait, la discussion a été très orientée sur des questions de société, hein, sur l'identité un petit peu, sur la religion, sur les origines de la société traditionnelle et un peu son évolution. Et on s'est un petit peu arrêté à ce niveau-là de réflexion, alors qu'il serait extrêmement important d'ouvrir des horizons maintenant sur l'avenir. Comment construire l'avenir? Comment construire alors des valeurs dans la société? Ces valeurs-là, comment elles doivent fonctionner, comment les transmettre à nos enfants, donc réformer l'école, réformer les programmes, et ensuite en même temps prendre en charge les besoins économiques. On parlait tout à l'heure des migrations, les gens immigrent essentiellement parce qu'ils ont besoin d'un meilleur niveau de vie, ils ont besoin de plus de liberté, ils ont besoin de culture, ils ont besoin de beaucoup de choses que la société aujourd'hui ne leur offre pas. Et donc, comment un parti politique peut-il proposer un projet qui construit cette Algérie nouvelle? Sur le plan économique, comment faut-il gérer les grands défis devant nous? Il faut comprendre que l'Algérie n'est pas un îlot, elle ne vit pas en autarcie. Le monde est en pleine évolution aussi, hein, ça ne s'arrête pas. Et vous avez de très grands chapitres importants qu'il faudra un jour ou l'autre prendre en charge. Alors vous avez par exemple, puisqu'on parlait des migrations, la démographie, donc ces déplacements de population qui posent de véritables défis à l'Algérie, liés au changement climatique, liés également à la transition énergétique. C'est devant nous. Que doit faire l'Algérie pour traiter ces problèmes-là? Comment traiter le réchauffement climatique? Ce sont des dossiers prioritaires de Gil Jadid? Oui, nous en avons une dizaine à peu près que je peux énumérer très rapidement. Vous avez donc le changement climatique, la transition énergétique, vous avez le problème des technologies nouvelles, vous avez le problème de géostratégie, qu'est-ce qui se passe autour de nous, vous avez donc une série de questions de fond qui se posent à nous et que nous n'avons pas encore abordées.
On ne sait pas trop, est-ce que l'Algérie se met dans un courant plutôt souverainiste ou mondialiste? On ne sait pas comment s'intégrer dans le commerce international. On n'a pas étudié comment s'intégrer dans le système financier mondial. Est-ce qu'on rentre dans le système du dollar ou est-ce qu'on reste à la marge, etc. Ce sont de très gros dossiers qui n'ont pas été ouverts, mais qui vont nous bousculer. Je vais juste donner un exemple. En 2030, donc dans moins de 10 ans, dans 8 ans, beaucoup de constructeurs d'automobiles ne feront plus d'automobiles à moteur thermique. Ça sera que de l'électrique. Est-ce que dans 8 ans, en Algérie, on est en situation d'avoir importer des voitures électriques? Il n'y a pas de borne. Est-ce qu'on est en capacité de produire autant d'électricité pour recharger les batteries? Est-ce qu'on est en situation? Non. Donc, on va avoir de gros problèmes d'aménagement du territoire, de choix stratégiques, opérationnels, technologiques, industriels à faire très rapidement. Et les gens n'attendent pas beaucoup de chômage. Les jeunes attendent une ouverture pour eux. On a une université qui est dans un état très médiocre, qu'il va falloir améliorer très rapidement. Donc voilà, pêle-mêle un petit peu, puisque on va à la fin, cette émission tire un peu à sa fin. Donc pêle-mêle un peu les grands sujets qui seraient importants d'aborder, de clarifier les visions pour que les Algériens sachent quoi choisir dans l'avenir. Vous venez de dire que l'Algérie est encore un grand chantier comme en 1962? Oui, l'Algérie est un immense chantier. D'ailleurs, le titre de mon deuxième ouvrage était «L'Algérie, une nation en chantier». La nation elle-même est en chantier, son identité est en chantier. Qu'est-ce qui a changé depuis 2002? C'était la date, l'année de parution de votre livre Une nation en chantier. Oui, il s'est passé que malheureusement, il y a une dimension d'immoralité qui a été injectée de manière très puissante à l'intérieur des appareils de l'État, Vous des parlez des années institutions. Bouteflika, là, hein? Oui, 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 où l'argent, où la prédation avait cours. Et ça a modifié le comportement des Algériens, non pas vers le mieux, mais vers le mal. Il faut réparer les esprits, il faut donner un dessein dans le sens, un avenir, un objectif pour les Algériens. Il faut leur donner du sens. Qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie, dans cette vie, dans ce pays-là, et ne pas simplement chercher à le fuir. Il faut construire ce pays. Et ce chantier-là est partout, dans les institutions, dans les esprits, mais même lorsque vous circulez en Algérie, vous allez voir que dans toutes les villes, il y a des constructions jamais finies. On voit partout que des briques. Il faut avancer, il faut rentrer dans une phase où l'esthétique doit prendre sa place, où les bonnes manières doivent retrouver une place, où la culture doit redevenir quelque chose de très important. Je pense que c'est important de penser à l'avenir économique, mais c'est aussi important des fois d'apprécier ce que peut être une fleur. Une vie ne peut pas être simplement que de l'argent, elle doit être un peu plus que cela. Et là, il y a un immense potentiel. Encore faut-il libérer ce potentiel-là. Que pourriez-vous dire, mais d'un mot, à des jeunes, des jeunes Algériennes, des jeunes Algériens, pour qu'ils rejoignent Gilles Jadid? Écoutez, je ne peux que inviter tous les Algériens qui ont une envie de construire ce pays-là, de lui donner une chance de se hisser au niveau de ses potentiels, de ses potentialités. Et il en a, elles sont énormes. Il faut s'organiser, il faut de rentrer dans une discipline de travail, il faut sortir des discours creux, il faut travailler d'arrache-pied et ensemble, d'une manière ou d'une autre, on peut construire cette Algérie qui nous attend. L'Algérie d'aujourd'hui, beaucoup ne l'aiment pas et parfois avec raison. On ne l'aime pas telle qu'elle est, mais on l'aimerait tellement, telle qu'elle pourrait être, et c'est à cela qu'il faut travailler. Ça donne un sens à la vie, c'est beaucoup mieux que d'essayer juste de courir par monts et par vaux
juste pour avoir un peu accumulé des fortunes, mais dont on ne fait absolument rien du tout. Monsieur Gilali, merci beaucoup d'avoir été dans l'immersive, la toute première. Et je me permettrai aussi de remercier votre collègue, le représentant de Gilles Jadid à Paris, Monsieur Ruiz, Monsieur Zoher Zuif, pardonnez-moi, je deviens trop belge, hein, j'ai du mal maintenant à prononcer les mots, les noms arabes ou algériens, on va dire. J'ai dit beaucoup de bêtises, mais c'est l'immersive, c'est comme ça. Zoher Ruiz, je lui dis vraiment merci de m'avoir aidé à préparer ce tête-à-tête avec vous, Sofiane Gileli. C'est une première. J'espère vous retrouver dans 2-3 mois. Et puis, à chaque fois que vous le souhaitez, il suffit de frapper sur le mur de l'immersive. Elle s'ouvre comme par enchantement. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.